Quand j'arrivais la première fois en cellule, j'ai vu une Camerounaise. Elle était malade. Samuel Eto'o, son nom seulement, m'a sauvée. En plus de faire le ménage, on m'a d'abord mis dans une cuisine. C'est là où je dormais. Ils m'ont torturée. J'ai supplié. Je saignais. Ils n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont... Ils me violent dans la douleur. D'abord, je recommence à saigner. Et ça ne lui dit rien. Il finit, il crache sur moi. Et il finit, s'habille, il part. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Salut ma personne, j'espère que tu vas bien. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour les différents problèmes techniques liés au son. Mais reste bien attentif parce que ça n'altérera en rien la pertinence du message de Tonien. On est ensemble. Le miracle est un processus. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien. Comme tu auras pu le constater, nouvel épisode, nouveau décor et surtout, nouvel invité. L'invité que nous recevons aujourd'hui a une histoire de vie assez prenante. On parlera d'un sujet très sensible. Donc, il faudra être posé. Cela étant dit, si jamais tu résides du côté de l'Europe, même de l'Afrique, sache que ce 3 mai, du côté de l'hôtel Intercontinental de Paris, en face de l'Opéra de Paris, nous aurons notre rendez-vous annuel qui est le 4e, ou du moins la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Pour en savoir plus, tu as juste à contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous cet écran, ou alors rendez-vous dans le premier commentaire de cette vidéo. Au-delà de ça, j'aimerais préciser une chose, c'est que l'auteur que nous recevons aujourd'hui est auteur d'un livre détonnant intitulé Le Miracle, est un processus paru aux éditions Argent Livre et préfacé par la milliardaire la plus charismatique d'Afrique ou du monde, je devrais dire, Madame Françoise Fouené. Le livre est disponible dans le premier commentaire de cette vidéo, mais j'aimerais juste que tu prennes le temps d'écouter le message, du moins l'échange que j'aurai avec Tonien et Louise. Je connais. Bien que le sujet soit assez sensible, mon invité m'a donné une carte blanche. Donc je vais tirer à balles réelles, sans complaisance, mais sans condescendance. Bonjour Tonien. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Super. Je tiens à préciser une chose, c'est que Tonien fait partie de nos auteurs qui ont suivi le programme Plume d'Eliki, au cours duquel nous accompagnons les gens à écrire leur livre en vertu de chrono grâce à la méthode FAST. Si comme Tonien Louis, tu souhaites toi aussi concrétiser ce rêve de devenir un auteur qui impacte la méthode de chrono, tu as une seule chose à faire, rendez-vous dans le premier commentaire. Bon, Tonien, si tu avais été un homme, quelle est la première chose que tu aurais souhaité faire? Si j'avais été un homme. Oui. Maintenant, si là que je suis un homme, si j'avais été un homme, j'aurais souhaité avoir le pouvoir. Tu peux avoir le pouvoir lorsqu'on est une femme? Non, c'est pas la même chose. Comment ça? Si j'avais été un homme, j'aurais souhaité avoir le pouvoir de décision finale. Je trouve que les femmes n'ont pas le pouvoir de décision finale. Pas comme l'homme. Le pouvoir de décision finale de l'homme est comment? On va pas être différent de celui de la femme. Après, de par notre nature, celui de la femme, il y a on a les limites. Oui. Oui, on a les limites. C'est quoi ces limites? À la maison, par exemple, il y a les décisions que la femme ne peut pas prendre de prime abord. Comme quoi, comme décision? Il y a les décisions comme la scolarité des enfants, il y a les décisions comme sortir, il y a des décisions comme investir, il y a des décisions... Enfin, il y a beaucoup de décisions que la femme en face de l'homme ne prend pas directement. Il faut qu'elle ait les façons de les faire. D'accord. Par contre, si j'étais un homme, Oui. j'aurais aimé avoir le pouvoir. Oui, le pouvoir de décider et que c'est ce que je décide là qui reste. D'accord, ok. Oui. Et c'est quoi le moment le plus triste de ta vie?
moment le plus triste de ma vie, c'est quand j'étais au Liban. Il s'est passé quoi au Liban? Il s'est passé que c'est à ce moment-là que j'ai su que ma liberté n'avait pas de prix. Comment ça? Raconte-nous. Ok. J'étais toute jeune. Oui. J'avais à peine 20 ans. Avec l'ambition de réussir. Avec envie de changer les choses. De prendre la décision. Et je reviens même à ta question. J'avais envie, parce qu'à ce moment, ma maman avait des problèmes financiers. Et je voulais être celle-là qui vient apporter des solutions. S'il n'y a pas l'eau, j'apporte l'eau. À ce moment-là, c'est ce que je voulais. Et je voyais ma mère peiner pour aller vendre, venir nous nourrir. Moi, je voulais changer les choses. Alors, je voulais voyager. S'il y avait un moyen de voyager, je devais voyager. Je voulais travailler. Alors, je tombe sur cet homme qui me dit que il m'aime. Et je dis, ok, si tu m'aimes, moi, c'est le travail qui me convainc qu'un homme m'aime. Donne-moi le travail. Il me dit, d'accord. Toute naïve, il m'appelle un jour, il dit, viens. Je viens, il me donne un passeport. Avant ça, il m'avait demandé mon acte de naissance, la photocopie de ma carte et tout ça. Je viens, il me présente un passeport. Il me dit, tu vas aller au Liban. J'ai dit, ok. Le Liban, là, moi, je ne connais même pas le Liban. J'entends souvent parler de la France, du Canada, des États-Unis, de l'Angleterre. Mais le Liban, c'était un pays vraiment, à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Du moins, je n'étais pas informée. Bon, on paye en dollars. Moi, ça m'a motivée. Il me dit que tu vas aller faire le ménage là-bas. J'ai dit, ok. Je ne voyais pas le ménage. Moi, je voyais les opportunités après le ménage. Donc, je savais que après le ménage, je sors, je regarde un peu partout parce que moi, je suis une femme très battante, très dynamique. Donc, moi, c'est après le ménage que je regardais. Je ne regardais pas le ménage. J'ai dit, ok. Je pars, je demande alors à mon entourage, est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. Est-ce que tu connais le Liban? On me dit non. J'ai dit le genre de pays ici où personne ne connaît là. Mais comme je suis courageuse, je m'entête. Malheureusement, je n'ai pas dit la vérité à ma famille. J'ai dit que j'allais au Canada. Ma mère, elle était toute contente. J'ai dit, ok. Mon grand frère, par contre, était très sceptique parce que lui, il était informé. Il a dit, là-bas, c'est pas un bon pays. Pas pour toi, la jeune fille. Comme j'avais le soutien de ma mère, tout ce qu'il disait là ne comptait pas. C'est comme ça que je fais mes bagages et je suis en route. Arrivé à Douala, parce que c'est à Douala que je devais prendre le vol, ma mère m'a demandé une autre fois, parce que j'étais déjà au pied du mur, il fallait que je lui dise là où j'allais. Je lui ai dit que j'allais au Liban et elle m'a demandé, tu es sûre? Parce que son ami chez qui on a dormi lui a dit, le Liban n'est pas conseillé, faut pas que ta fille aille là-bas, empêche ta fille. Ma mère m'a dit, si je t'empêche d'aller aujourd'hui, demain, tu ne réussis pas, tu diras que c'est de ma faute. Donc moi, je te laisse, mais je te donne ma bénédiction. Et à l'aéroport, elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui, maman. Après, on s'est dit au revoir. Je suis entrée dans l'avion. Dans l'avion, je rencontre encore un monsieur qui me demande que ma fille, tu pars faire quoi au Liban? Il me donnait les conseils par rapport à la vie au Liban. Mais moi, je partais parce que je suis aussi une bonne aventurière. Je partais parce que je partais chercher la vie. Je partais chercher la solution. Je partais réaliser mes rêves. Oui. Donc, ce qu'ils m'ont dit, j'ai pris le numéro du monsieur au cas où. Il m'a dit, si jamais ça va mal, parce que je sais que ça ira mal, tu m'appelles, je suis à Dubaï. J'ai dit d'accord, j'ai pris son numéro. Arrivé déjà l'accueil. Ma patronne est venue me récupérer à l'aéroport. J'ai voulu l'embrasser. Elle a été tellement froide. Et là, ça m'a remis
en question. Qu'est-ce que je suis au bon endroit? Parce que moi, je suis personne de chaleureuse, accueillante. Et puis, dans notre pays, ici, voilà. Donc, j'ai pas compris pourquoi je vais venir vivre 3 ans chez toi et puis tu parviens pas même à m'embrasser. Donc, ça a commencé à me déranger. Arrivé chez elle, comme j'ai fait les rastas, j'ai pris mon temps pour être belle, pour voyager. Elle me dit, tu vas enlever les rastas là sur la tête. J'ai fait les rastas là, petit comme ça. Ouais. Et elle m'a dit, il faut enlever. Donc, de 21h que je suis arrivée, jusqu'à 3h, j'étais en train de détacher ma tête. Elle m'a fait dormir dans un placard. Là où elle gardait ses assiettes, ses marmites. Les trucs qu'on ne touche pas tous les jours là. C'est là où, oui, direct, c'est là où j'ai dormi. Et il y a une petite toilette, à peine tu peux te tourner dedans. Donc je dormais là. Elle a mis un petit matelas là, je me pliais là pour dormir. Ok, là je réalise que je suis plus à côté de maman, je peux pas me plaindre. Et elle m'a quand même donné l'occasion de parler à ma mère. Et je pouvais pas dire à ma mère que ça ne va plus. Parce que là, direct, j'ai senti que c'est une éternité que je vais passer là. C'est l'enfer. Tu ne pouvais pas dire à ta mère que ça n'allait pas. Tu avais peur de l'inquiéter? Oui, parce que j'étais sûre au début. Elle m'a demandé, tu es sûre? J'ai dit oui. Et donc, je voulais voir avant de dire que vraiment ça ne va plus. Je me réveille le matin. C'est elle qui me réveille. 6h, alors que j'ai dormi à 3h. Elle dit que tu dois déjà apprêter monsieur. Bref, pour la première maison, je me sentais pas à l'aise et ça se voyait déjà ma façon de lui parler, de lui répondre, de la regarder. Je mangeais en dernière position. Donc, ils finissent de manger avant que je mange et je faisais tout dans la maison. Je dormais après eux. Bref, c'était pas comme ça que j'avais imaginé le ménage. Et je lui ai dit que moi, je veux rentrer dans mon pays. Je veux continuer l'école. Parce que là, ça ne va pas. Elle me dit, mais Louisa, je t'ai acheté très cher. Tu dois seulement me rembourser. Comment ça acheter très cher? C'est ça la question. Comment ça m'acheter très cher? Elle me dit, mais oui, à l'époque, $2,000, $2,500, c'est cher. Et puis je regarde dans ma famille, qui peut me donner cette somme-là? C'est plus d'1 million. Non, mais attends. Comment ça a été acheté? C'est ça que je suis en train de demander moi-même. Je me suis posé la question que comment est-ce que tu m'as acheté? Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher, Louisa. C'est là où je vois maintenant que le monsieur de Yaoundé m'a vendu. C'était d'abord le monsieur de Yaoundé, c'était un Camerounais ou c'était... Un Camerounais Bassa, un papa Bassa, il m'a vendu sans me dire. Il m'a fait signer les contrats ici. Oui. J'ai même posé les questions par rapport à mon contrat. Il m'a répondu, tout était OK. Et puis je pars là-bas, elle me dit, je lui dis que je veux déjà rentrer. Elle me sort mon contrat. Elle me dit, c'est toi qui as signé? J'ai dit oui. Elle me dit, mais je t'ai acheté très cher. Tu peux pas partir. Très gentil, très calmement. Attends. J'aimerais qu'on revienne. Donc, tu fais la connaissance du monsieur. Oui. Bah, c'est qui dit qu'il t'aime. Oui. Il passe par le fait qu'il t'aime, il veut t'épouser et tout bazar. Oui. Et toi, tu dis, si le bon pour lui qui m'aime, il te trouve du travail. Oui. Du coup, il te trouve du travail au Liban. Oui. Ok. Mais le monsieur, ça faisait combien de temps que tu connaissais? Ça faisait, on causait sur Facebook. À la base. Je l'ai rencontré sur Facebook. Oui. Et puis, il vient sur Yaoundé. Oui. Et il dit qu'il veut me voir. Je dis, OK. Moi, je n'avais rien à faire à la maison. J'ai dit, allons-y. Je pars, je vois le monsieur. Je vois qu'il est même plus vieux que ce que j'ai vu sur la photo, sur Facebook. Donc là, je suis plus avec lui. Mais poliment, comme il me dit qu'il m'aime et j'avais compris que ce sont les flatteries, j'ai dit que non, moi c'est le travail qui va me convaincre que tu m'aimes. Maintenant que c'est le travail à distance, je lui ai dit que papa, ton amour là, ça attend quand je rentre au Cameroun. Parce que là, je suis plus trop convaincue. Parce que je pars, je sais pas si tu vas rester, comment. Bref, j'ai fait un petit discours de femme, le chantage là, pour passer. Et il m'a dit que quand tu pars alors, tes 2 mois de salaire, tu m'envoies. Comme tu as refusé de m'épouser là. J'ai dit, OK, pas de problème. Attends. Moi, il dit qu'on va parler sans complaisance, mais sans condescendance. Donc, tu n'es pas prête à te mettre avec un homme. Oui. Et tu es prête à accepter les opportunités, entre guillemets, Victor.
C'est ça le problème. Ce n'est pas malhonnête. Peut-être je vais utiliser le thème là. Je vais accepter que c'est... Et c'était là, j'étais malhonnête et j'étais naïf. À côté de ça, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'arroseur arrosé? Parce que tu avais miroité un peu un truc comme quoi, que j'avais fait le travail, donc peut-être c'est ça qui va permettre qu'on soit ensemble. Et maintenant, je te rends compte qu'en fait, c'est lui qui t'a doublé. Est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé? Est-ce que même si je sortais avec lui, je serais pas... Non, je comprends très bien. Quand vous me posez la question, est-ce que c'est pas l'arroseur arrosé, même si j'acceptais de sortir avec lui finalement parce qu'il m'a donné le travail, j'avais le visa, tout, mais je devais arriver, toujours constater que c'est pas bon. Peut-être que si tu avais été plus honnête, en te disant, bon, je vais pas mettre avec lui, donc il n'y a pas de raison que j'accepte les promotions qu'il me fait par rapport aux promotions de boulot, peut-être que tu n'aurais pas eu ce problème aussi. Mais non, moi j'étais à la recherche du travail, mais pas à tous les prix. Justement, tu as vendu l'amour pour le travail. En fait, tu voulais pas forcément te mettre avec lui. C'est bon. Comme une femme, ça se voit très souvent, qui va dire, lui, je ne peux pas me mettre avec lui, mais s'il m'offre une voiture, je prends. Après, j'avais 20 ans. J'étais très naïve. Et à 20 ans, tu es capable de manipuler l'homme. Mais oui. Est-ce qu'on peut parler de naïveté à ce niveau? Oui, on peut parler parce que la sagesse n'était pas à son paroxysme à cet âge-là quand même. J'étais encore en pleine puberté. Moi, je venais même de connaître l'homme. Donc, je croyais que je connaissais tout. À cet âge-là, j'ai le droit à l'erreur. C'est 20 ans. Vous voyez? Je savais d'office que je ne devais pas l'épouser. Donc, moi, je me suis permis de lui dire, c'est le travail d'abord. Et le reste viendra. Et puis, il m'a dit, OK, comme tu ne veux pas m'épouser, je lui ai dit clairement, je vais pas le faire. Comme tu veux pas m'épouser, OK, il n'y a pas de problème. Va donc, mais tu m'envoies 2 mois de tes 2 premiers mois. Genre, je rembourse ce qu'il a dépensé. Et j'ai dit d'accord. Vous avez dit qu'à aucun moment, tu t'es douté qu'il pouvait avoir une histoire de vente. Tu t'es même pas renseigné sur la vie au Liban, rien du tout. Je me suis renseignée et vraiment personne ne savait. La seule personne qui m'a dit la vérité, c'est mon grand frère. Et j'ai pas écouté parce que moi, je voulais aller là où on me paye en dollars. Là où on me paye bien et que je sais que c'est facile. Je t'ai dit que j'étais au-delà du ménage. Moi, je voyais autre chose. Je savais que je devais aller saisir d'autres opportunités. Après le ménage, je vais faire autre chose. Peut-être je vais sortir de la maison, je vais aller trouver ailleurs. Voilà ce que moi je voyais. Donc, je voyais pas le là. Moi, je voyais comment je vais exactement. Donc, je lui ai dit que je vais pas sortir avec toi parce que je ne suis pas sûre. Alors, il m'a dit, pas de problème. Quand tu pars, j'ai déjà payé, il n'y a pas de problème. Quand tu pars, tu me rembourses. Donc, que j'accepte ou que je n'acceptais pas, le mec m'avait déjà vendu. C'est parce que tu voulais le travail. Parce que je voulais le travail. Oui, bon, poursuivons. OK. On t'explique qu'on t'a vendu. Voilà, OK, la suite. OK. Elle me dit, je t'ai acheté très cher et tu dois me rembourser. Moi, je n'ai pas. Elle me dit, OK, pas de problème. Elle était très gentille quand même. Elle me dit, pas de problème. Tu vas rentrer au bureau. Le bureau là, c'est comme la cellule. Il y a le bureau et puis là où nous on dort, c'est comme la cellule. Donc on allait au bureau, le patron, les Arabes, ils ont une façon agressive de parler. Si tu ne les connais pas, tu vas pas... Oui. Donc il m'a parlé, je l'ai regardé comme ça. En tant que bonne Camerounaise, je lui ai dit, mon frère, calme-toi. Pourquoi tu me grondes? Je suis dans une maison, je ne dors pas. On a dit que mon travail finissait à 20h. C'est à 23h que les invités arrivent. Il faut que je fasse le café. Je ne dors pas. Et 5h, je dois déjà être debout. Moi, je veux plus ça. C'est pas ce que c'est pas ce que j'ai signé. Il me dit, on t'a acheté très cher. Il m'a grondé. J'ai dit, ne me grondez pas. Je ne rentre plus dans la maison, là. Il me dit, OK, taille, pas de problème. Va rester il a dit, dans la salle. Il m'a dit, va rester dans la salle. On me prend, le chauffeur me prend, il m'amène dans la salle. Je vois d'autres Camerounaises là-bas. Les mamans de 40 ans. Les jeunes femmes de 35 ans. Bref, j'ai vu d'autres Camerounaises, j'ai vu d'autres filles noires, les Éthiopiennes. La majorité même sont les Éthiopiennes.
Et j'ai essayé de poser les questions, de savoir comment ça se passe. Et l'idée de fuir, tout de suite, m'est venue. Mais la maman de 43 ans là, une maman Amina, elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, ma fille, tu peux pas fuir ici. Calme-toi. Quand on t'amène dans une autre maison, tu travailles tes 3 ans et tu rentres. Et au Liban, si vous avez signé un contrat de 2 ans ou de 3 ans, vous partez faire 6 mois dans une maison. Quand vous ressortez là, vous allez recommencer. Ah, donc on reprend à zéro. Vous reprenez le contrat à zéro. Donc, vous pouvez facilement passer votre vie là-bas si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne suivez pas les règles. Si tu permets, avant qu'on aille plus loin, toutes ces femmes qui étaient là-bas, aucune ne savait ce qui les attendait. Aucune ne peut dire ce qui t'attend. Elles avaient aussi été vendues. Toutes, on était toutes les vendues. La phrase est un peu bizarre quand même. Mais oui, on était toutes vendues. Chacune savait laquelle valait 2500 ou 3000 $. Et le gouvernement était au courant de tout ça. Ah là, à cette époque, moi je ne sais pas. Et là aujourd'hui, qu'est-ce que tu enseignes par rapport à est-ce que le gouvernement est au courant? Le gouvernement est très au courant. Maintenant, quand je rentre en arrière, c'est au courant parce qu'ils sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un truc normal chez eux. Ah, ok, d'accord. Une petite fille de 20 ans peut être ta patronne, toi qui as 43 ans. Et puis pour elle, c'est normal qu'elle achète une fille. Oui, c'est très normal chez eux. Donc ils achètent, on achète que les noirs ou alors on peut acheter même un blanc. On achète les Philippines, les femmes de la Philippine. Bon, bref, on peut acheter n'importe qui. Oui, Ok, d'accord. La chose à vous dire que bon, je trouve que. mais c'est le plus exactement. Ok, d'accord, je comprends. Vous n'avez pas un truc en propre aux Africains. Et donc, ces femmes-là, elles avaient été vendues. Donc, tu disais que la dame t'expliquait que vous ne pas. Je peux pas fuir, que je me calme. D'ailleurs, mon passeport n'était pas avec moi. On a récupéré direct à l'aéroport. Ah oui, bien sûr, parce que tu as eu vendu. Voilà. Donc, je comprends. Mais l'idée de partir reste dans mon esprit. Je disais que c'est pas ça, c'est pas comme ça que je vais arriver, puisque quand elle sort, elle t'enferme. Tu n'as pas moyen de sortir. Tu n'as pas moyen de faire autre chose. Tu es venu pour faire le ménage, ce n'est que ça que tu fais. Du coup, même lire, tu peux pas lire. Donc moi, ça m'emprisonnait, je me sentais en prison, je pouvais pas continuer comme ça. Donc l'idée de fuir n'est pas quittée de ma tête. Ce que je faisais, c'est que quand on ouvrait la cellule, Ah, ça s'appelle une cellule. c'est la cellule. Et vous faites quoi dans la cellule? Vous êtes assis, qu'est-ce qui se passe? On est couché, on attend une autre famille t'achète ou te prenne, te choisisse. Ah oui. Oui. On vous donne à manger quand même. Non, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas droit à la nourriture. Mais si tu restes dans la cellule pendant 2 semaines, Tu restes pendant 2 semaines, tu fais tout pour qu'on te prenne. et comment tu fais? Quelle est la démarche à suivre pour te prendre? Il n'y a pas de démarche. Tu supplies quand le gardien vient ouvrir, tu supplies que parle au bosco, me trouve la maison, je veux sortir. Wow. C'est tout, c'est comme ça. Il n'y a pas de démarche. Ils savent ce qu'ils font. Et il arrive qu'il y ait des gens qui passent 2 semaines là, Oui, les mois. sans manger. Mais oui, si tu n'as pas... Pardon? Et ils meurent pas. Quand tu meurs, on t'oublie. Quand tu meurs, on t'oublie. On te rapatrie quand tu es malade. Tu ne sais pas quand tu es malade. Donc on te laisse là, sans manger. On te laisse là, oui. C'est comme une façon de dire, si tu veux manger, travaille. Wow, ok, d'accord. Là, quand j'arrivais la première fois en cellule, j'ai vu une Camerounaise. Elle était malade. On lui a demandé on l'a laissée en cellule le temps qu'on fasse ses papiers pour qu'elle parte. Ok, d'accord. Ok, donc tu te retrouves en cellule, tu s'en mets combien de temps? Tu mets combien de temps en cellule? Moi, j'ai fait 1 semaine. 1 semaine sans manger. Oui. 1 semaine. Mais il y avait une maman arabe là, qui nous aimait beaucoup. Elle faisait souvent en cachette. Elle vient, elle ouvre. On part avec elle au marché. Et moi, je profitais alors pour observer, pour maîtriser la ville, pour savoir comment est-ce que je passe, comment est-ce que je fais. Donc, je voulais même rester le plus longtemps possible en cellule. Pour que un jour, étant au marché, je disparais. Ça, c'était mes plans. Mais la maman, là, était très gentille. Et elle nous disait toujours que ne me mettez pas dans les problèmes, s'il vous plaît. Quand je sors avec vous, rentrez avec moi. Et je crois que j'ai écouté son conseil. Je suis restée. Après, on est venu me prendre. Je suis allée dans une autre maison. Dans la maison, là, c'était le genre de maison que je voulais.
dans laquelle je voulais travailler. C'était le luxe, c'était vraiment la grandeur, c'était la maison des grands du pays. Et je me retrouvais là, c'était mon monde là. Il y avait les gars du corps, il y avait d'autres filles qui travaillaient avec moi. Et c'était la vie des stars en fait, dont j'aimais. Et c'est là où j'ai compris que mon pays a beaucoup de richesses. Parce que Samuel Eto'o, son nom seulement, et Roger Mila, leur nom m'a sauvé. Comment ça? Quand j'arrive dans la maison, je vois un grand salon. Je commence d'abord à me poser la question que je vais faire comment pour nettoyer la maison si toute seule. Après, j'entends la cloche sonner. C'est comme ça qu'elle appelait ses serveuses. On était 24. Ah oui, quand même, donc c'était une grande maison. Non, c'était une grande maison. Oui, c'était pas rien. Et moi, je marche doucement, kounya, pour aller répondre. Je vois tout le monde est en train de courir. Les Éthiopiennes, là, elles sont trop bénies, oui. Puis je marche, j'arrive, elle me présente et elle dit que elles vont me montrer la pièce. Elles vont me montrer la maison, comment est-ce qu'on va travailler, ma chambre, tout ça. J'ai dit, ok, madame. Très belle femme. Avec le charisme. J'ai adoré. C'est dans cette maison que mon envie de réussir encore plus grandit. Et je me définissais à partir de cette maison. Et puis, 2 jours plus tard, son mari est arrivé. Il avait fait la chirurgie des yeux à l'époque. Et moi, par chance, ma mère est pharmacienne. Maintenant, elle est retraitée. Mais à l'époque, on avait les bases. Il fallait pas ne pas connaître avec la maman. Donc, on avait les petites bases là. Donc, quand il arrive, il appelle et c'est moi qui suis disponible. Je pars, je le vois. Il me dit, what is your name? I say, Louisa. Il dit, okay, which country? J'ai dit, Cameroon. Cameroon! You know Samuel Eto'o? I say, yes, he's my cousin in the village. Les points, oh, ça m'a donné les points jusqu'à. Il dit, okay, that is good. I said, Roger Mila is my neighbor in the village. He said, village, what's village? I said, la campagne. Il dit, okay, that's good, bravo. Okay, so you're going to give me my drugs. What did you study in school? Je lui ai mes médicaments, oui. Et puis, il me donne l'occasion de dérouler mon CV. J'ai l'occasion de me présenter, de lui dire que je suis en faculté de médecine. Je lui dis que j'ai fait l'anglais et le français. Il est impressionné. Il me dit, mais Tu t'es en faculté de médecine? Oui. Et donc tu as laissé la médecine pour aller au Liban? Bon, c'était pas, j'étais à l'époque, j'étais à Guayaquil. Je faisais biochimie. Oui. Mais lui, je lui ai dit que j'ai quitté la faculté de médecine. Donc, tu t'as compris. Parce que j'ai vu qu'il avait fait la chirurgie. Il fallait que je me vende pour quitter, pour me distinguer de la maison. Je lui dis, il me dit, but Samuel Eto'o, how is he? How do you do? I said, no, but he's a very quiet man, very calm man. I can show you his picture. He said, no, I know him. I know him personally. I said, that's good. Et ça fait que maintenant, c'est moi qui étais là quand il s'habillait parce qu'il avait mal au dos aussi. Ce n'est plus, je faisais plus le ménage. Quand les invités, les stars là venaient, c'est moi qu'on appelait parce que moi j'étais bilingue. Donc, ça m'a donné un avantage fou. Quand elle est au travail, c'est avec moi qu'il veut aller. Parce qu'il me présentait. This is Samuel Eto'o's cousin. Et puis, ça me mettait à l'aise. Moi, je croyais que, bon, ça va. Que voilà, les opportunités commencent. Oui, je saluais les grandes personnes, franchement. Quand ils organisaient des soirées, c'est moi qui avais le droit d'entrer dans la salle pour servir. Et ça, je voulais ça. C'est ça que je voulais depuis le début. Mais ça m'a plutôt attiré les ennuis parce que j'étais avec des filles qui n'ont pas fait l'école, qui ne connaissaient même pas allumer la télé, qui ne connaissaient même pas allumer le micro-ondes. Quand tu parles de filles, tu parles des servantes? Les servantes, qui ne connaissaient pas faire tout ça. Et je sais pas l'impression qu'elles ont eue que moi je sache allumer la télé, que je sache manipuler un appareil, que je sais pas, vous voyez.
Donc, c'était compliqué. Ça apportait plutôt la jalousie De la part des filles. de la part des filles. Et de la part des garçons les chefs cuisiniers, le chauffeur, ils ont commencé avec le harcèlement C'est-à-dire, ils te harcèlent. sexuel. Les Les chauffeurs, le cuisinier. servants. Oui, de la maison. Et moi, je ne voulais pas. Et le chauffeur a caché mon passeport. D'habitude, avec le patron, tous les jeudis, on partait soit à Dubaï, soit au Koweït. Là où il part, on le suit. Et moi, j'étais toujours avec lui. Donc, comme ils ont vu que j'avais les avantages, ils voulaient profiter. J'ai refusé. Il a caché mon passeport. Je ne pouvais plus partir. Profiter. De moi. Oui, parce que je voulais comprendre. Oui, profiter de moi. Oui. J'ai refusé. Et il a caché mon passeport. Je ne pouvais plus bouger. Je suis restée donc à la maison là seule. Les autres partaient. Elles venaient tous les jeudis. Elles partent. Elles viennent me raconter comment elles étaient à Atlantis Hotel. Et je suis là, je suis perdue. Je perds le goût de la vie même. Je suis là toujours en train de nettoyer le sol. Et tu peux pas refaire ton passeport? non, tu peux pas. Comment ça? Tu vas aller dans quel bureau? Qui va te recevoir? Tu le vois quand même. Tu le vois même pas. Vraiment, les moments où je le voyais, c'est quand il vient, c'est vite. Mais vous aviez bien un responsable dans la maison qui vous gérait pour tous. C'est lui là qui a caché mon passeport. Ok, d'accord. Ok. Donc, oui, j'étais obligée. Il m'a dit, Louisa, comme tu ne peux pas, on ne trouve pas ton passeport, tu vas aller rester avec mon père. Je suis allée rester avec son père. Là-bas, il y avait aussi une Éthiopienne qui m'a aussi bien accueillie. Elle m'a montré comment elle travaillait là-bas. Et je gardais son père. Son père avait l'Alzheimer, le diabète. Il était manchot. Ah ouais. Donc, c'était pas facile. Il ne se rappelait même plus de rien. Et moi, avec ma bonne humeur, en tant que Camerounaise, je venais toujours danser pour lui, chanter pour lui. Et il y a des fois des petits épisodes de sa vie revenaient. Il parle, tu vois, parfois il parle comme un monsieur qui a été dans les bureaux. Un autre jour, il cherche sa femme. Et je faisais des petits exercices avec lui de massage pour qu'il n'ait pas des escarres. Et parfois, on allait se balader, oui, les trucs comme ça. Et quand son fils venait, il lui donnait l'argent. En tant que bonne Camerounaise aussi, il fallait que je trouve ma part dedans. Donc, je lui disais que, Habibi, give me small massage. Oui. Tu appelais qui chéri? Là-bas, c'est normal d'appeler tout le monde chéri. Ok, d'accord. C'est un terme normal. Donc, j'appelais le papa, Habibi, give me small massage. Il dit, Yallah. Je prends seulement, je mets dans ma poche. Donc, je gardais l'argent jusqu'à, parce que son fils donnait. Et c'était pas facile dans la maison là, parce que les vieux là, ils ne se reposent pas. La femme là, sa femme pouvait se réveiller, elle verse l'eau sur lui. Juste pour que vous vous réveillez, vous travaillez, vous le nettoyez. Donc, il n'y a pas de repos. Là-bas même, c'était encore pire. J'étais épuisée. J'ai commencé à avoir mal au dos. Ma seule source maintenant, c'était moi-même. Et j'avais une petite Bible que mon grand frère m'avait donnée. Quand je quittais le Cameroun, il m'a dit, voilà tout ce que je te donne. Et c'était ma ressource là-bas. Et donc, comme je ne pouvais que parler à moi-même parce que personne ne va te comprendre, tu ne sors pas, tu es toujours enfermé. Tu n'as pas le droit à regarder la télé, même les séries, tu n'as pas le droit. Tout ce qui était à faire, c'était le ménage ou t'occuper de ce papa-là. Et ça faisait déjà mal au dos. De le porter, de le nettoyer, les odeurs, tout ça, c'était pas facile. J'ai commencé à avoir très, très mal au dos. Et je ne savais pas, tu pars pas à l'église, il n'y a rien. Donc, je me suis concentrée sur moi. Et c'est là où je découvre Dieu. Parce que là, je commence à lui parler. Quand j'ai 2 minutes là, je pars dans les toilettes. Je lui dis, Seigneur, ce que je vis là, pardonne-moi. Je suis venue, j'ai menti, j'ai peut-être été malhonnête. Pardonne-moi, pardon, je veux rentrer. C'était vraiment déjà
nécessaire que je rentre parce que je ne dormais plus bien. Mais les choses ne faisaient que s'empirer. Et moi, mon médicament était toujours de parler. Parfois, je prenais l'huile d'olive, je parle sur l'huile d'olive, je bénis l'huile d'olive et je me oigne et ça me guérissait bizarrement. Donc, j'ai découvert à cette période-là, je dis souvent, c'est mon ami fidèle. C'était à lui seul que je m'adressais. C'est-à-dire que il fallait que je me parle. En fait, c'était en moi-même que je me parle pour retrouver un peu de source. Et j'avais mon téléphone, parfois je causais avec mes anciens camarades ou à ma mère. Donc voilà comment je vivais jusqu'à ce que le chauffeur là qui m'a fait le chantage revienne encore. Et finalement, on me dit, on n'a pas toujours trouvé ton passeport, tu dois rentrer encore en cellule. Je rentre encore en cellule. Donc, je recommence encore. Oui, j'ai beaucoup d'argent même. Je rentre en cellule. Et j'envoyais aussi à ma mère. Comment tu faisais pour envoyer l'argent? Non, il te donnait l'occasion le dimanche d'aller envoyer ou d'aller appeler. Donc, j'avais Et il y a un truc chez eux. Si tu es ménagère chez X, tu seras ménagère chez A, B, C, D, E. Donc, tu ne peux pas aller dans une autre maison. S'il dit qu'on sort, on part chez ma sœur. Là-bas aussi, tu fais le ménage. Tu vas travailler partout. Il n'y a pas de repos. Ce n'est que ça que tu fais. Donc, quand on t'amène en cellule, un peu, tu te reposes quand même. Je suis allée en cellule. J'ai encore passé un peu de temps avec la maman qui nous accueille bien là-bas. Et après, on m'amène encore dans une autre maison. La maison là, c'est avec, je gardais 2 petites filles. En plus de faire le ménage, on m'a d'abord mis dans une cuisine. C'est là où je dormais. Un jour, avec la douleur, j'ai dit que j'ai porté mon matelas. Je suis allée dans leur chambre, la chambre des filles. Elle est venue me voir le matin là. Elle n'a pas parlé. Parce que j'étais déjà, tu es en train de dormir, quelqu'un entre pour prendre le café. Quelqu'un entre pour laver. C'est pas, tu peux pas dormir. Son père a commencé à me faire le chantage, harcèlement aussi. Je n'ai pas supporté. Je ne pouvais, oui, je ne supportais plus. Vraiment, c'était invivable. Le travail était devenu trop lourd sur moi et je ne voulais plus, je n'avais plus le goût de la vie. Mais je n'avais pas envie de me donner la vie. Non, de me donner la mort. Il y avait même une autre voisine qui s'est donné la mort. Parce que c'est insupportable. Vraiment, c'était pas facile. Elle s'est suicidée. Quand tu te suicides comme ça, on t'oublie. Même ta famille ne va pas savoir ce qui s'est passé. Non, non, non. Parce qu'ils ne connaissent même pas ta famille. Et moi, un jour, j'ai fait dans mes valises parce que c'était devenu insupportable pour moi. J'entendais mon cœur battre, le sang couler dans mes veines. J'entendais le son de mon corps. Je dormais et ce qui sonnait, c'est que le bruit, c'était le son de mon corps. Je ne pouvais plus supporter la vie au Liban. J'ai fait mes valises, j'ai mis à la porte là. J'ai dit que je veux partir. Et l'erreur que je faisais, c'est que comme mon patron était très gentil, je lui ai dit que garde mon argent. Je voulais plus envoyer au camion parce que chaque fois que j'ai envoyé, ça ne restait pas. J'ai donc dit qu'il garde mon argent. Il garde mon argent. Quand je veux donc partir, je dis à madame que je veux mon argent. Elle me dit, there is no money, Louisa. It's my money. J'ai dit, but madame, I worked for it. Il me dit non. Elle me dit non. Elle m'a ramené encore à la cellule. Et là-bas, le temps que chez elle particulièrement, ils ont acheté un chien. Voilà, c'était mon deuxième ami. Parce que avec le chien, on l'a acheté tout bébé. Et avec le chien, je pouvais parler, je pouvais jouer, je pouvais m'exprimer et je pouvais et puis je pouvais trouver le moyen de m'échapper. Donc je partais souvent balader le chien pour étudier la ville et le quartier. Je sortais,
prison. Oui. Ouais, j'ai dit que je sortais, je regarde où on fait les photos. Je fais la photo, je reviens. Parce que je n'avais pas le droit de trop durer dehors aussi. Je regarde où on fait les photocopies. Je fais, je reviens. J'avais volé mon passeport parce qu'elle était un peu négligente. Elle a laissé ça dans le fauteuil arrière de la voiture. Oui, mais le passeport, comment tu avais volé? On donne à la patronne, la nouvelle patronne. Il a caché. Il avait caché. Comment vous avez fait pour retrouver l'argent? Quand on te libère, on te libère avec le passeport, on donne au bureau. Et puis ta nouvelle patronne récupère ton passeport. Lui, quand on a voulu te faire sortir de la maison, il a retrouvé ton passeport. Oui, comme la magie. Donc elle est restée avec mon passeport. Elle gardait mon passeport parce qu'il faut qu'elle te fasse les papiers. Donc elle les gardait mal. Moi j'ai récupéré. J'ai pris le temps de chercher. J'ai récupéré mon passeport. Je partais donc faire mes tours en baladant le chien, Mavis. Et c'est comme ça que je fais mes papiers même pour Dubaï. J'appelle le contact de l'avion. Je lui dis que ça ne va pas, moi je veux partir. Il me dit ok, fais tes papiers. J'ai fait mes papiers. Il m'a fait le visa et je devais déjà partir. Donc je me lève le matin. Je dis à madame, je veux, ça suffit pour moi là. Je ne supporte plus. Elle me dit, mais Louisa, I bought you so expensive. Bon, j'étais déjà habituée à la phrase. Je savais déjà que moi je coûte cher. Donc, je peux pas facilement rembourser. Donc, je lui dis, ok. Elle me donne que j'attende 1 semaine, le temps qu'elle achète une autre fille. J'ai dit, ok. 1 semaine passe, rien. 2 semaines, rien. Je dis, mais attends, madame. J'ai dit que je voulais partir retrouver mon grand frère à Dubaï. Elle me dit que Louisa, tu ne peux pas bouger. Attends, j'ai dit attends. J'étais déjà épuisée, je ne pouvais plus. Si je restais encore, je devais mourir. Ça n'allait plus. J'avais oublié même comment on coupe l'oignon. J'avais oublié même mon nom. Parfois, elle m'avait même demandé, est-ce qu'il y a l'oignon dans ton pays? J'ai dit non. Je ne savais plus. Je ne me reconnaissais plus. Elle m'a dit, j'ai dit, il n'y a pas l'oignon dans mon pays. Elle dit, ok, voici comment on coupe l'oignon. C'est 5 ans après, quand je reviens au Cameroun, que je me rappelle que j'avais dit qu'il n'y a pas l'oignon au Cameroun. Parce que après, quand je suis revenue, j'ai toujours géré mon traumatisme. Donc, je me suis décidée le jour-là, j'ai fait mes valises et allez, elle m'a amenée au bureau. Au bureau, comme j'avais eu le temps d'acheter les petites choses pour rentrer, elle a tout pris. Tout l'argent que j'ai épargné, elle a pris. Elle a tout pris. 100 francs même est tombé de mon porte-monnaie, elle a ramassé. Pourquoi? Par méchanceté. Là, je peux même pas expliquer. Et ses enfants m'aimaient beaucoup, donc je crois qu'elle était vraiment vexée. C'est comme ça que on se sépare, vraiment en catastrophe. Et puis, le patron me conseille de rentrer, finir le contrat chez elle, que je n'ai que 6 mois qui restent. Je lui ai dit que chez nous, quand tu soulèves la poussière, tu ne peux plus rentrer en arrière. Donc, je peux plus rentrer dans la maison là. Il dit d'accord, va alors rester chez sa belle-mère. J'ai dit ok, pas de souci. Je pars, je reste chez sa belle-mère, donc la mère de mon patron. Elle avait ouvert une boutique, un salon de beauté. Et le matin, elle vient m'appelle que j'aille nettoyer son salon de beauté. Elle avait 3 grands placards de vernis. Il fallait enlever un vernis après l'autre, nettoyer, déposer et remettre tout. Tous les 3 grands placards là. Ok, moi je n'ai pas de problème, je nettoie. Après, elle vient me dire que donne-moi ton téléphone. C'est verrouillé, je n'ai pas de problème, je donne. Après, elle me dit donne-moi le mot de passe. Elle dit mais attends madame, je peux pas. Je peux pas, pourquoi? Parce que son mari me disait qu'il veut une femme au Cameroun. Donc moi, j'étais en train de négocier. Oui, si elle voyait les trucs comme ça, elle devait me tuer. Parce que les femmes ont les problèmes avec les filles noires. Ici, c'est que les maris veulent toujours sortir avec elles. Donc elle fait facilement le plan de te tuer, de t'assassiner comme ça. Oui, elle peut t'envoyer nettoyer le rooftop. Et puis tu pars là-bas, on t'agresse, on te finit comme ça, c'est fini pour toi. Parce que tu sors avec son mari. Donc, moi je lui ai dit je ne peux pas. Parce que je cherchais ma copine pour son mari. Et
parfois, quand on était seul à la maison, il y avait une fille avec qui je travaillais du Kenya. Elle essayait souvent ses habits. On faisait les photos. Puisqu'on n'avait pas le droit de porter les beaux habits. Donc, on essayait souvent ses habits. Et quand on fait les photos, si elle tombait sur ça, très grave. Et j'ai dit, madame, je ne peux pas vous donner mon téléphone. C'est privé. J'ai acheté avec mon argent. Elle dit, non, c'est son argent. C'est comme ça que elle dit, et si je ne donne pas, elle va casser ma puce. Je l'ai regardé. J'ai dit, madame, c'est mon téléphone. Elle m'a dit, j'ai dit, si tu ne me donnes pas, je casse ta puce. Et elle casse la puce. Mais j'étais en colère. Parce que, pour moi, c'était pas la puce qu'elle cassait. Elle me séparait de ma mère. Elle me séparait de ce qui me faisait rire le soir. Parce que je passais mes nuits à pleurer à la cuisine. J'étais seule. Quand elle me voit pleurer, elle traverse. Elle ne me demande même pas ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est ça elle cassait en fait. Je l'ai pris par les mains. J'ai tapé sur la femme là. Comme une bonne basse. Comme une bonne basse. J'ai même oublié qu'elle n'était pas dans mon pays. Sa sœur est venue, j'ai arraché les cheveux. J'étais fâchée. Et puis on est venu nous séparer. L'erreur. Elle m'a dit d'accord. On nous a séparés et puis je suis allée à la maison, chez sa belle-mère. Je suis assise là. Mon cœur n'est pas tranquille. Je vois elle vient avec la police. Et les bâtons. Les bâtons des arbres. Elle me dit, Louisa, you touched my hair, I will show you. I will teach you a lesson. Que comme tu as touché mes cheveux là, je vais te montrer. Les gars, les policiers là ont pris les bâtons. Ils m'ont enfoncé ça. Ils m'ont traité. Ils m'ont tapé. Ils m'ont torturé. J'ai supplié, je saignais, n'ont pas écouté. Que you will not touch my hair anymore. Ils m'ont déchiré. J'étais là, je baignais dans le sang et ça ne lui disait rien. C'est le chauffeur, le mari de la maman qui m'aimait beaucoup en cellule là, qui supplie que pardon, vous allez la tuer. Et puis, ils m'ont ramené au bureau. Le monsieur là m'a regardé. Quel monsieur? Le patron de l'agence. Il m'a regardé. Il a dit qu'on m'amène au bureau, en cellule. Là, c'était maintenant la cellule de l'immeuble. Ils m'ont plus ramené dans l'autre cellule. Dans le sang. Je n'ai même pas eu droit aux soins. J'étais dans le sang. Comme ça. Avec les larmes. J'avais tellement pleuré que je ne savais même plus, ce n'est même plus la larme qui sortait, c'est mon âme qui était en train de sortir. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Je suis seulement allée me coucher comme ça. J'ai fait 3 jours couchée là. Sans manger, sans boire, sans parler. J'ai vu d'autres filles là, je connaissais déjà leurs problèmes. Ça ne m'intéressait pas. J'étais couchée là comme ça là, dans mon sang. Mais non. Pourquoi? Je peux pas t'expliquer. Pour elle, c'est comme si elle se vengeait. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment mal séparé. Donc, je me suis levée 3 jours après, en priant toujours. Je disais à Dieu que je ne sais pas là où tu es, mais là où je suis, si là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là. Je me suis levée, comme j'étais peut-être au 17e. J'ai regardé par la fenêtre, petite lumière là, histoire de récupérer un peu. J'ai vu une autre fille en face qui travaillait, très dévouée. Et je me demandais pourquoi est-ce que elle est autant dévouée à faire ce travail et moi pas. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à gérer ça comme elle? Je ne concevais pas que je sois une esclave parce que je sortais de la liberté. Donc, je suis restée là. J'ai essayé de me laver, enlever les peaux de mon corps. Et ça n'a pas fait quelques heures, on m'a encore appelé que j'aille travailler dans une autre maison, malgré cet état. Et
Je n'ai pas voulu discuter. Je n'ai pas voulu discuter. Je suis entrée dans la voiture. La femme là était toute couverte. Les yeux seulement se voyaient. Donc, j'arrivais pas à voir qui c'est. Mais j'avais trop l'impression que c'est mon ancienne patronne. C'est celle avec qui oui. J'avais trop ce sentiment-là, mais je ne pouvais pas, et elle ne parlait pas. Donc, on a roulé 1 heure de temps. Ça m'inquiétait, mais je ne pouvais pas parler. J'étais même pas bien. Dès qu'on entre dans la maison, à peine on entre, elle m'amène dans le placard. La chance, le placard est plus grand. J'entre dans le placard et normalement, on te présente à la maison, on te présente aux personnes de la maison, mais moi, rien. Je suis inquiète, mais je ne me pose pas de questions. J'ai dormi, ils m'ont laissé dormir. Et puis, le matin, elle vient, elle pousse un plat, elle ouvre petit comme ça là, comme si j'étais en prison. Elle pousse le plat de pain avec le lapné. Le lapné, c'est le fromage libanais. J'ai mangé, j'avais faim. Je n'avais pas mangé depuis, j'ai mangé. Et puis, dans la journée, un papa entre dans mon placard. C'était vraiment un placard ou c'était une chambre? C'était un placard, oui, c'était un placard. Là, ils aménagent ça de manière à ce que tu peux te coucher là-dedans aussi. Et il entre, il me regarde, il enlève le pantalon. Il me dit, enlève le pantalon, je le regarde. Je veux m'échapper. On parle d'un papa libanais. Un papa libanais de la 50aine. Je veux m'échapper, je suis dans les 4 murs, je peux pas. La fenêtre est là, fermée. Et je n'ai pas la force. Et il me viole. Je pleure. Parce que il me viole dans la douleur. D'abord, je recommence à saigner. Et ça ne lui dit rien. Il finit, il crache sur moi. Et il finit, s'habille, il part. Attends, pendant l'acte, il est protégé ou pas du tout? Non, pas du tout. Ok. Il sort. Un autre entre. Le même jour. Le même jour. Presque la même heure. Un autre entre. Il fait la même chose. Il me viole. Il finit. Il part. Et là, tu te laisses aller parce que tu es fatigué. Je suis fatiguée et puis je peux pas. Non seulement je veux pas me suicider parce que j'étais en contact vraiment avec Dieu. Et j'avais toujours un petit truc là qui me disait que tu vas t'en sortir. Même comme ça allait de mal en pire, mais je disais toujours que ça va aller. Il me viole. Le 3e entre, un jeune, il me viole. Le même jour. Le même jour, la même heure, ça n'a pas duré. Et je suis là, je pleure, je tape à la porte, pardon. Je supplie la femme là que tu es une femme comme moi, pardon. C'est pas facile, pardon. Et elle ne répond pas. Elle me laisse là. Le lendemain, c'est la même chose. Faisons nos choix. Je supplie. Je suppliais pour boire l'eau. Je suppliais pour manger. Qu'elle me laisse aller respirer. Elle ne voulait pas. Après, il faisait ça tous les jours. Tous les jours. Les 3, tous les jours. Je ne pouvais pas fuir. Je n'avais pas envie de me suicider. Tous les jours. Et on dit tous les jours, ça veut dire quoi? Il y avait plusieurs personnes qui passaient tous les jours. Les 3. Les 3, les mêmes 3. Les mêmes 3 tous les jours.
Et un jour, j'en avais marre, peut-être après 1 semaine ou 2 semaines. J'ai dit que je vais tout faire pour fuir. Non. Vous êtes les 3 qui passaient tous les jours sans se protéger. Sans se protéger. Et j'ai dit, je vais tout faire pour fuir. Et un jour, j'ai pris le temps d'écouter maintenant aux portes pour savoir où est la cuisine, où est-ce qu'il dorme. Et elle donne à manger ou pas du tout? Quand elle veut, je suppliais. Les jours que j'étais fatiguée, je ne me lavais même pas. Parce que j'étais épuisée, je ne pleurais plus. C'est-à-dire que j'étais vide. Je ne pleurais plus. J'ai donc décidé que je vais fuir, je vais trouver un moyen. Le jour qu'elle va venir ouvrir la porte, je vais la bousculer, je vais partir. Mais il fallait que je sache comment ça se passe. Où est-ce qu'on ouvre la porte? J'ai essayé d'écouter aux portes, j'ai pris le temps, j'ai écouté. Et quand j'ai su que j'ai une idée, parce qu'ils avaient aussi des horaires où ils entrent, ils sortent. Quand le papa là est là, j'entendais sa voix. Quand le jeune là était là, il y avait particulièrement celui de 40 ans, il était dans la quarantaine, qui était toujours là à la maison, donc lui, il était toujours avec moi, il me violait toujours. Il pouvait passer même 3 fois la journée, il était toujours là. Et j'étais épuisée, mon Dieu. Qu'il fallait que j'obéisse malgré moi. Le jour qu'elle est venue ouvrir la porte, je l'ai bousculée. J'ai essayé de m'enfuir, mais j'avais pas l'énergie. Et elle m'a repris, elle m'a renvoyé dans le placard. Et le soir, on m'a bien puni. C'est-à-dire que le papa là est venu me gronder. Il est venu me gronder. Il est venu même avec le chien. Il m'a forcé. Il a envoyé le chien sur moi. Son fils, je sais pas si c'était son fils, ils sont venus les 3 en même temps. J'étais en train de me débattre avec le chien. Je me débattais. Non, je le comprends. Les 3 sont venus faire quoi? Me violer. C'était ça ma punition, de vouloir fuir. En me grondant, on me tapait. Et on a envoyé le chien sur moi pour que le chien me viole aussi. Mais là, je n'ai pas voulu laisser. Je me suis débattue. J'ai craché sur son visage. Je n'avais plus rien à perdre de toute façon. J'avais pas de téléphone, je n'avais rien. Donc moi, je m'en foutais même. Et ils m'ont laissé là. Ah, mon Dieu. Ils m'ont laissé là comme ça. Je me suis pas lavée pendant peut-être 1 semaine. Je n'avais pas la force. Je savais même pas comment me regarder dans le miroir. Parce que, mais c'était dur. C'est ma première fois de dire ça comme ça. C'est ma 2e fois. Mais là, je le dis et j'ai décidé d'aller me laver et de me regarder en face parce que je n'arrivais pas. Je suis allée me regarder. Bizarrement, j'ai souri. J'ai ri même. Que yes, Tonya, tu es forte. Et moi, je me voyais toujours devant une salle. C'était comme une vision que je suis en train de parler aux gens. J'ai dit, je vais pas mourir. Je suis encore allée vers la fenêtre. J'ai encore vu une fille qui était dévouée à faire ce genre de travail, à subir ce que je sais qu'elle subit, mais à laisser accepter ça. Alors que moi, je viens de la liberté, je sors de la liberté, je ne concevais pas ça. Et puis, j'ai finalement accepté mon destin, qu'ils vont toujours passer, me violer. Ça a duré 1 mois et demi. Et je me réveille seulement à l'hôpital.
à l'hôpital. À l'hôpital, bref, il voulait être sûr que je suis pas morte. On m'a renvoyée en cellule. J'ai fait encore peut-être 2 semaines là-bas. J'ai fait 2 semaines là-bas sans manger, sans boire de l'eau. Et il fallait que je sorte de là. Le suicide n'était pas une option. Fuir, tu ne peux pas fuir, c'est toujours fermé. Et il y avait un Bangladesh là qui a adopté leur culture totalement. Donc, elle est plus la sécurité que eux-mêmes. Parce que pour s'en sortir, vraiment, il fallait soit porter leur tenue complètement ou pas. Donc, elle avait déjà adopté leur façon de faire, leur culture et je ne pouvais pas fuir. Il fallait que j'invente une histoire. Comme je savais qu'ils n'acceptaient pas les personnes invalides, j'ai commencé à pleurer ma poitrine. J'ai dit que j'ai mal à la poitrine. La nuit, j'ai commencé à pleurer que ma poitrine. Donc, elle était obligée d'appeler que, pardon, il faut pas qu'elle vienne mourir ici, là. On m'a amené à l'hôpital, le médecin dit que je n'ai rien. Je l'ai regardé, j'ai dit que ma mère me donne toujours un remède noir, là, au village. Même Samuel Eto'o mange souvent ça. C'est ça que nous, on prend quand on a mal à la poitrine. Donc, il faut absolument, quand j'ai dit même Samuel Eto'o mange souvent ça, ils ont dit, OK, madame, ils vont me laisser partir. C'est comme ça qu'on me ramène au bureau. On me ramène chez ma patronne avec qui je me suis séparée. Elle donne mon passeport et c'est comme ça qu'on me renvoie au Cameroun. Et je rentre, je crois que ça va. Comme je suis rentrée au Cameroun, ça va, je suis libre. Pourtant, c'est même là où ma prison commençait. Parce que j'avais toujours l'impression que je peux pas marcher librement, que je dois être enfermée. Je restais debout à la maison. Il fallait que je fasse toujours, il fallait toujours que je travaille. J'étais toujours obligée d'être en train de faire quelque chose pour ne pas être réprimandée. Tu vois un peu le genre, j'étais traumatisée. Et puis je découvre que j'ai les pertes blanches. Vraiment énormes. Je suis allée à l'hôpital, je me doutais bien que je sois enceinte. Et je dis au médecin là que je sais que l'avortement n'est pas permis, mais ça là, je ne garde pas ça. Si c'est pas toi qui enlèves ça, moi je vais enlever, quitte à ce que je meure. Là, je dis à personne. Et il me regarde, il me demande que c'est quoi. Je n'ai pas eu le courage de lui raconter. Je n'avais pas trouvé, parce que je me suis remise en question. J'avais demandé pardon à Dieu plusieurs fois. Mais les choses ne faisaient que s'empirer. Donc, j'avais l'impression qu'il ne m'a pas pardonné. Mais au fond de moi, je disais que si tu aimes inconditionnellement, ça veut dire que toi, tu m'as pardonné. Si je suis au Cameroun, ça veut dire que ça va aller. Donc, j'ai dit au médecin là que je vais seulement enlever ça, même si je pars mourir sur une autre table. Je n'ai pas de problème. Il m'a demandé pourquoi et j'ai menti que le père de l'enfant m'a mal parlé. Et il a dit OK, il m'a aidé. Je me suis débarrassée de ça. Et c'est pas fini là. J'ai continué à avoir les douleurs, les pertes. Et à l'époque, comme je voulais faire médecine, j'ai continué je me suis dit qu'il y avait un problème. Je suis allée faire les examens et le médecin m'a conseillé de faire le frottis. Et là, je découvre que j'ai le cancer du col. En phase, je crois que c'était encore au début. Je devais commencer même à expliquer comment à ma mère. Donc, dans ma tête, je ne trouvais pas la solution. Je me suis renfermée encore sur moi-même pour travailler mon état. J'écrivais mes prières. Jusqu'à présent, je les ai. J'écrivais mes prières. Je disais à Dieu que la maladie, c'est là. Ce n'est pas moi. Je ne veux pas ça. Je priais sur mon eau, parce que déjà depuis le Liban, je priais sur l'huile d'olive. Je priais sur mon eau, je me lavais avec, je buvais et je parlais à l'eau là, que tu vas seulement me guérir. Je n'ai pas l'argent parce que j'ai tout perdu. En venant, je suis rentrée là avec les babouches de maison, de tapis là. Et je priais avec l'eau là. Je parlais à l'eau là. Je disais que
moi, je ne peux pas souffrir. Je suis déjà ici, là. J'ai le droit de réussir. J'ai le droit à la santé. C'est comme ça que je prenais le temps. Je partais même à l'époque, on parlait d'un Simalène. Il y avait une petite rivière là qu'on disait que c'est la rivière où c'est de Senki là. Je me rappelle plus trop. J'allais là-bas, je prenais l'eau, je buvais. C'est moi qui savais ce que je faisais. Je me lavais, je parlais, je faisais les neuvaines, je priais jusqu'à ce que je parte encore faire les examens. La femme là me dit, je dis que pardon maman, toi-même lis le résultat, je ne veux pas savoir. Elle me dit ça va, mais tu as fait comment? Qui t'a soigné? Tu es allé où? Il faut me dire là où tu as pris. C'était le remède traditionnel. Je laisse me regarder comme ça là, épuisée. Je ne savais même pas comment commencer. Je suis partie. Mais c'était une partie. Maintenant, il fallait affronter la société. Il fallait que je pardonne à la femme là. Parce que j'avais développé le syndrome de, je sais plus comment on appelle ça, mais je commençais à aimer le Liban. Ah, le syndrome de Stockholm. Syndrome Stockholm, voilà. Je voulais rentrer au Liban. Parce que je me disais que c'est là où je serais mieux. Là, je vais accepter donc travailler et finir et avoir l'argent comme je voulais. J'ai commencé même aussi à faire des petits, à faire une agence pour faire partie de truc. C'est après que je réalise que, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non. J'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que je ne me rappelais même plus d'abord de mon nom. Et j'étais dans une maison où j'étais pas bien encadrée. Pas chez ma mère, à Douala. J'étais chez une amie de ma mère. Et elle ne m'encadrait pas bien. Du coup, j'étais déséquilibrée. Donc, il fallait que je rentre chez ma mère. Étant chez ma mère, je réalise que ça ne sert à rien de repartir. Et j'ai aussi parlé à beaucoup de personnes, pas de fond en comble du problème, mais du projet de faire partie d'autres personnes. Et on me remettait en question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu peux pas avoir subi un peu de ce que tu as subi au Liban et puis tu veux, parce que je disais quand même que j'ai souffert là-bas et c'est pas facile avec le ménage, c'est trop de, donc, ça m'a remis en question et j'ai arrêté. Et puis, j'ai demandé à ma mère que maman, est-ce que je peux encore aller à l'école? Parce que je dis même mon nom, il fallait que je regarde ma carte. Et là, tu avais quel âge? Non, pas 25. J'avais déjà peut-être 22, 23 ans. Mais tu as mis combien de temps au Liban? 2 ans et demi. Et j'ai dit, ma mère m'a dit que oui, je peux encore aller à l'école. J'ai dit, je veux pas aller en Guayaquil parce que c'est touffu. J'ai pas besoin d'être éparpillée. Je veux un truc concentré. Et j'ai décidé de faire santé de reproduction. Justement parce que on m'a trop violée. On m'a trop abusé. On a abusé de ma chair. Donc, je voulais comprendre comment ça se passe. C'est comme ça que je fais le concours. Je réussis et je commence à me documenter, à travailler sur moi. Je marchais en route. Si il suffisait que quelqu'un vienne un peu trop près de moi, j'écris. J'avais peur. J'étais encore au Liban, mais étant au Cameroun. Ça m'a pris 5 ans après le Liban. Je cuisinais même parfois, j'oubliais qu'on met le sel, qu'on met l'oignon, qu'on met le cube. J'avais tout oublié. Il fallait que je regarde à côté pour voir comment on fait pour que je copie. C'est parce que j'avais en fait la volonté de sortir de là parce que je ne voulais pas qu'on me répète, je t'avais bien dit. Je t'avais bien dit, surtout celui de mon grand frère. Donc j'avais l'obligation de sortir de ce traumatisme toute seule. Je n'avais pas que toute seule parce que j'avais pas trouvé le bon profil. Parce qu'à un moment, mes sœurs aussi se moquaient de moi. Tu es allée au Liban, tu es rentrée sans rien. Ça m'a beaucoup blessée. Je me suis pleurée chez mon grand frère. Il les a recadrés et tout est allé comme sur des roulettes, comme ça devait être. J'ai travaillé sur moi. À faire des affirmations d'abord.
Je mérite d'être heureuse. Je suis heureuse. Je serai une grande femme. Je vais réaliser tout ce que j'ai prévu réaliser. Coûte que vaille. Je vais être une grande conférencière. Je parlerai de mon histoire devant tout le monde. Ça fera un best-seller. C'est ce que je disais depuis. Avant même, je savais même pas. Je disais parce que j'écris depuis, je lis beaucoup et Agent Livre est seulement venu dans ma vie comme le truc là. Tu vois un peu, non? C'était comme par exemple, tu désires tellement avoir un verre d'eau et tu te retrouves seulement sur le chemin qui te mène vers le verre d'eau là. Donc, c'est comme ça que j'ai nourri ma tristesse en source d'inspiration. Je disais, parce que depuis, j'écris des petits romans et c'est ma petite sœur qui les lisait souvent. Et je disais que l'histoire, c'est celle que je vais écrire. Et je gardais ça pour moi. Donc, je faisais des affirmations. Je priais beaucoup. Et je me suis inspirée depuis le Liban d'un coach spirituel de vie, Yala Vincent. C'est elle, en fait, parce que je regardais toujours ses vidéos. Comment ce qu'elle parle. J'ai fait les formations, je suivais sa façon de faire et ça incarnait vraiment la personne que je voulais devenir. Donc, c'est de là où part tout. Donc, bref, tout a changé au Liban. Mon inspiration, mes rêves, tout s'est défini au Liban, en fait. Comment mon patron gérait son équipe, qui était nous. Il se déplaçait avec 5 employés facilement. Ça, c'est ce que je voulais. C'est la vie là que je voulais. Donc, je disais que il fallait que je sois ça. Donc, avec les prières, les affirmations, le travail, j'ai commencé à vendre le poisson brisé en route. J'ai fait, comme je fréquentais à Istar, je faisais le coq. Je partais vendre, mes camarades de classe me soutenaient pour payer mon école. Je faisais le moratoire, je supplie le recteur. Oui. Et il m'accordait toujours. Bref, le temps là m'a appris que l'argent ne fait pas tout. Ne fait pas tout. Donc j'ai travaillé sur ma personne, je lisais beaucoup et j'écrivais beaucoup. Tout ce que je voulais. Donc dès qu'une idée me passait à la tête, je notais. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours mon calepin de 2015-2016. Et du coup, bon, avant d'aller plus loin, et aujourd'hui, tu en es où de tout ça, de tes réalisations? J'ai envie de dire que... Parce qu'en plus du livre, quand même, tu as pu écrire. Oui. J'imagine que, est-ce que dans ce livre, il y a les affirmations que tu disais? Oui. Voilà, donc je pense que ça peut être utile à beaucoup de gens. Parce que quand même, je salue ton courage de n'oser parler d'un sujet aussi délicat en public. C'est pas simple. Non. Que tu décides de prendre ce programme à bras le corps. Mais il y a un truc que j'ai la même question qui me vient à l'esprit, c'est d'où est-ce que tu tires toute cette force? Je crois que avant que j'aille au Liban, Dieu m'a préparé à ça. Ma mère a vécu aussi une situation très difficile financièrement. Elle a été accusée d'avoir détourné les millions. Okay. On est quitté de 100 à 0, à vraiment rien. D'une maison très grande, luxueuse, à une caravane, une carabote. Je sais même pas si on doit appeler ça comme ça. Donc, mais on dormait dans des conditions vraiment précaires. Mais je la voyais là seule, pas d'amis. Minuit, elle est debout, elle prie. Le matin, elle nous donne l'argent de taxi. Moi, j'étais à l'internat. Donc, à mes petites sœurs, elle donnait le taxi. Elle marche à pied, elle part à l'hôpital, elle revient, elle vend les épices ou elle partait même prendre... elle partait dans une boutique, elle peut prendre les petits vivres là, elle marche, elle vend, elle vient te donner ta part de bénéfice, elle prend pour elle. C'est comme ça qu'on vivait. Donc j'ai vu ma mère souffrir, seule, avec nous 5.
avec ma feu grande sœur et mon grand frère. Et c'est de là où partent toutes les leçons que j'applique jusqu'aujourd'hui, que mon grand frère nous donnait. On était souvent assises là et nous, je sais pas comment ça se passait, mais on s'inspirait beaucoup à l'époque de la musique. À l'époque, j'aimais le travail de Beyoncé. J'aimais le travail de Ben Deka parce que notre grand frère nous a fait écouter beaucoup de musique et il nous parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui lisait aussi beaucoup. Donc, il nous enseignait toujours. Et on avait toujours le temps de rester comme ça. Quand je serai grande, je vais faire telle chose. Je ferai comme ça. Donc, c'est ça qui m'a nourri. D'accord. La lecture a été beaucoup aussi. Beaucoup. Et cette histoire, est-ce que tes parents la connaissent? J'ai jamais eu l'occasion d'en parler comme ça, face à face. Jamais elle a appris dans mon livre. Et quelle est la réaction? Ma mère est restée silencieuse. Ma petite sœur a pleuré, à chaudes larmes. Mon grand frère, il a dit qu'il a dû surseoir la lecture parce qu'il n'arrivait pas à supporter. Et mes amis aussi, pareil. J'ai jamais eu le courage de parler comme ça, du début jusqu'à la fin. Et je croyais que je devais le faire sans pleurer. Mais c'est pas évident. Et pourquoi tu le fais? Pourquoi tu en parles? C'est quoi le but? Le temps. Le temps a soigné beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te motive à en parler? C'est quand tu en parles, tu dis que le but derrière, c'est quoi? Le but derrière, c'est de transmettre. C'est que au fil du temps, je comprends que c'était nécessaire pour la personne que je voulais être. Il fallait que je comprenne ce que c'est que l'humilité. Il fallait que je comprenne ce que c'est que la perte. Le prix est quand même cher payé, quoi. C'est trop cher. C'est trop cher, mais la femme que je suis devenue, vraiment, j'achète. Ça t'a rendu plus forte? Très forte. À quel point? Au point où, quand j'ai les difficultés, je n'arrive plus à pleurer. Je n'arrive plus à... C'est-à-dire que je sais que ça va aller. Je n'ai pas besoin... Si je suis dans les problèmes et que tu viennes me dire, ah, ça va aller, je sais. Ça va aller. Ça va aller. Je me réfère à ce que j'ai vécu là 1 mois et demi pour dire que ça là, c'est rien. Non, vraiment, j'étais morte. Moi, je définis la santé que c'est le silence du corps. J'entendais mes organes fonctionner. Mon sang, si. Je dis que si tout était calme, je pouvais entendre, étant assise là-bas, le sang couler dans mes veines. Et aujourd'hui, tu dirais quoi aux femmes qui souhaitent aller au Liban? Du moins, qui sont... Bon, ouais, parlons du Liban. J'ai eu une partie de ma thérapie en Égypte. Ah, tu as fait l'Égypte? Je suis allée en Égypte. Pourquoi l'Égypte? C'est un pays arabe. Et Pourquoi pas le Maroc? Pourquoi pas la Tunisie? Pourquoi... après, c'était un cadeau de ma sœur. Ok, d'accord. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Je suis allée. À l'aéroport, j'ai eu un petit traumatisme. Parce qu'il fallait qu'on nous enregistre. Et le temps là, je paniquais. Je paniquais vraiment. Je savais pas si on va venir prendre nos passeports. Si on avait pris nos passeports même pour nous enregistrer. Donc, c'était pas facile de gérer le stress. Mais avec ma sœur là à côté, ça m'aidait. Oui. Donc, je suis entrée et j'ai vu on me traitait bien. J'ai vu que on ouvrait la porte pour moi. Et que ce sont les Arabes qui me respectaient. Tout de suite, ma façon de penser a changé. Et mon fils, il est tombé amoureux d'une petite fille là, libanaise. Je les ai vues là. Et la fille qui gardait la petite fille là était une Camerounaise. Et je lui ai demandé, pourquoi le Liban? Elle me dit qu'elle est allée chercher l'argent, elle veut réussir. Donc j'ai posé les questions que si on m'avait posées avant, je devais être capable de répondre. Et je voulais être sûre qu'elle sait où elle est. C'était quoi comme question? Et je lui ai demandé, on te traite bien.
Elle me dit très bien. Je lui ai demandé, tu manges bien? Elle me dit oui, comme je veux. Et c'était vrai? Ça se voyait. Avec sa patronne, elle voyageait, oui. Moi, je voyais, c'était vrai. Et je lui ai demandé, tu es heureuse, ça fait combien de temps? Elle me dit, j'ai fait 2 ans et j'ai renouvelé mon contrat. J'ai dit, d'accord. Ça veut dire que, d'une part, peut-être c'est moi qui étais le problème. Et donc, je lui ai demandé, tu ne te sens pas esclave? C'est vrai qu'elle a fait, non. Et puis, j'ai compris qu'elle a accepté leur culture. Elle a accepté leur façon de faire. Parce qu'il y a toujours ça. Quand je les voyais, je revoyais tout ça. Mais moi, je n'avais pas accepté ça parce que, justement, j'ai compris que Dieu m'a enseigné aussi que il faut servir. Avant d'arriver au top, il faut servir. Accepte servir. Et moi, je croyais que je devais arriver là-bas, tout serait comme sur des roulettes. Mais Dieu m'a dit, sers d'abord. Donc, comme j'étais têtue, il fallait qu'il m'enseigne bien. Tu penses que c'était ça l'enseignement? Bon, moi, je choisis de prendre ça comme ça. Ok, d'accord. C'est le choix que tu fais. C'est le choix que je fais. C'est le choix que tu fais. Et du coup, tu m'as dit que tu as un enfant. Tu es en couple, tu es marié. Non, je suis célibataire. Bon, au-delà de tout ça, la dernière question que j'aurais à te poser, ou du moins l'avant-dernière, ce serait celle de savoir c'est quoi le plus beau moment de ta vie? Il y avait un jour, quand j'ai commencé à gérer le snack, et j'ai dit, parce que ça tombait, justement, comme je dis, je suis manager qui relève les entreprises. Comme ça tombait, mon patron a sollicité que je prenne la relève. J'ai pris la relève, j'ai organisé un événement pour réouvrir l'entreprise. Oui. Et en faisant les inspections pendant la soirée, je me suis regardée, j'ai vu la salle est pleine. Alors qu'ils ne vendaient même pas à 100 000. La salle était pleine à craquer. Et c'était moi le chef. Une petite femme comme ça. J'ai regardé en arrière. Et j'étais fière de moi. Donc mon plus beau moment, c'est le présent. C'est que j'ai surmonté tout ça. Et je me retrouve là. Je suis pas morte. Ça veut dire que ça va. Ça veut dire que je vais réaliser mes rêves à la hauteur de mes désirs. Voilà mon plus beau moment. Et ça ne finit pas en fait. Parce que chaque épisode que j'ai vécu au Liban, que ce soit dans la cuisine, que ce soit comment je vivais avec eux, que ce soit comment j'interagissais avec mes collègues, m'a donné une leçon. Et il y a des situations aujourd'hui que je me retrouve et quand je regarde en arrière, je regarde maintenant, je suis fière de moi. C'est le présent. C'est que je me retrouve là et que ça va. En tout cas, après t'avoir écouté, on se rend compte qu'on n'a aucune excuse. En tout cas, moi, je tiens à féliciter ton courage, Merci. ta détermination et surtout ta capacité à voir derrière des situations aussi exécrables un petit bout de lumière. En tout cas, c'est fort. Je pense que c'est un peu ton Sambassa aussi qui a parlé, le Hemley. Peut-être, oui. Le Hemley. Mais quand même, on va dire que Samuel Eto'o, quand même, de ce que j'ai compris, Samuel Eto'o a été pour Non, beaucoup. j'aimerais le rencontrer. Et s'il y avait un message que je souhaiterais adresser à Samuel Eto'o, ça serait lequel? Ta caméra est juste là. Merci. Merci parce que tu m'as sauvé déjà à l'hôpital. Et merci parce que peu importe les obstacles, quand moi je te vois à l'écran, je me vois. Je vois son courage, sa détermination. Il ne se laisse pas faire dans le calme. C'est le calme là même que je prends de lui. Et donc moi je dis merci. Je ne peux que lui dire merci parce que, et 2 fois, il m'a donné les honneurs. En Égypte aussi. Je partais acheter le parfum et on m'a demandé, tu es de quel pays? J'ai dit, le Cameroun.
Ah, donc tu connais Roger Mila et Samuel Eto'o? Je dis oui. Il m'a dit, mais madame, asseyez-vous. Sans blague. On m'a donné je te dis, on m'a donné la première place. On m'a donné même un parfum gratuit. Les essences, c'est pas les parfums divers là, non. Les essences, il m'a donné un parfum même il m'a donné le nom d'une célébrité là qu'il achète souvent, Dior, achète chez eux. On m'a respecté. Juste parce que j'ai dit que je viens du Cameroun. De Samuel Eto'o. De Samuel et de Roger Eto'o. Mila. Donc moi je dis merci. Donc, bon. C'est vrai que nul n'est prophète chez soi. Hein. Ah ça. Parce que chez nous ici, on a tendance à tirer Samuel Eto'o un peu par la poussière et tout, machin, tu vas le traîner dans la poussière et tout. Mais bon, si je peux dire ça comme ça, moi Samuel Eto'o en tant que footballeur, moi il m'intéressait pas. Ah ça, moi en non tant que plus. footballeur, Samuel Eto'o ne m'a jamais Parce intéressé. qu'avec mon patron, pendant la Coupe du Monde, on partait souvent voir le match. Mais moi, ça ne me disait rien. Seulement parce que j'étais assise avec les grands. Oui. Mais je vous dis les grands, hein. Mais j'ai dit, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a? Et c'est son parcours après le football qui définit ce monsieur. Ouais, en effet. Parce que moi, c'est après quand j'ai réalisé tous les challenges qu'il faut exactement. pour rester au top niveau. Je me suis dit, parce qu'avant, on a pour habitude de dire que les sportifs, les footballeurs, les rugbyman, ils n'ont rien dans le cerveau. Mais, quand on comprend le mindset qu'il faut avoir pour rester au top, c'est pas facile. On a vite fait de se rendre compte qu'en fait, il faut respecter. Quand on voit quelqu'un qui excelle dans son secteur, il faut respecter parce que ça demande d'avoir un état d'esprit de malade. Donc moi, justement, c'est après le foot que j'ai essayé de revoir le parcours du gars, de l'écouter. Et c'est là que j'ai commencé à avoir du respect, non pas pour le footballeur, mais pour l'homme. Pour l'homme. Beaucoup de respect. Après, comme tout le monde, il n'est pas parfait. Non. Mais bon, si celui qui est parfait, il vient aussi nous dire qu'il est parfait, on voit. Donc vraiment, beaucoup de respect. Peut-être que ce message lui parviendra ou pas. Mais en tout cas, je pense que c'était important. Dernière question, derrière, ensuite on va mettre un terme à ce podcast. Si tu devais aller au restaurant avec 3 personnes, vivantes ou décédées, qui est-ce que tu inviterais? Aujourd'hui? Oui. Ma mère. Pourquoi ta mère? Parce que elle est la définition incarnée du courage. Je crois que c'est d'elle que je tiens ce courage. Sinon, je serais partie depuis. Mais quand je l'ai vue souffrir, acheter les biscuits, revendre, aller donner, acheter les épices, revendre, venir remettre, je n'avais pas d'excuse. Ma mère. La deuxième personne, c'est mon grand frère. Lui, il est plein de sagesse. Vraiment, si je garde un adage de lui depuis petite, si tu as la volonté, ta force sera à la hauteur de tes désirs. Lourd. Ça, depuis que j'ai 15 ans, c'est ça qui nous fait grandir. Quand ma mère a eu les plus graves problèmes, c'est ça qui nous a fait tenir. On n'est pas entré dans la précarité. On a eu les meilleures notes à ce moment-là. Si tu as la volonté, ta force sera à la hauteur de tes désirs. Lourd. Oui. Et troisième personne? La troisième personne, si j'avais l'occasion d'inviter mon mentor. Et c'est qui? C'est Inyala Vincent, mais elle n'est pas camerounaise. Elle est la libanaise? Non. Elle est américaine. Oui. Mais elle, je vous dis, c'est elle qui m'a transformée. Elle m'a transformée totalement. Mais l'énergie que j'ai aujourd'hui, ça commence chez elle. Voilà les 3 personnes qui m'ont transformée dans ma vie. Super. Oui. Bon, ta caméra, elle est là. Oui. Si un dernier message que tu aimerais qu'on retienne de toi, de ton passage sur ce podcast, ça serait lequel? Aujourd'hui, je vous vends l'échec. L'échec dans le sens où c'est l'unité fonctionnelle de la réussite. Que les jeunes ne pensent pas que tu peux avoir 1 million sans souffrir. Même si on te donne la formule, c'est dur. De trouver 10 clients, c'est facile à dire 10. Mais il y a des jours où tu ne vois même pas là où ça passe. Il y a des jours où on t'insulte. Aujourd'hui, je veux vous dire que le déclic, c'est le rêve.
Dès que tu demandes à l'univers la grandeur, il entame le processus de l'enseignement. Donc que l'échec ne soit pas... Moi, je voudrais on parle de l'échec parce que les gens passent vite à côté. Il y a des gens qui restent dans l'échec parce qu'ils restent traumatisés. Donc aujourd'hui, moi, je vous vends l'échec. Acceptez de vivre le processus. C'est beau quand tu te retrouves que tu as pu finalement payer tes créanciers ou que tu as pu finalement payer la maison, le loyer, alors que c'était tellement dur, ou que tu as trouvé le moyen de payer l'école des enfants alors que c'était très dur, ou que tu t'es relevé d'un mariage qui a échoué alors que c'était très dur, ou que tu t'es relevé d'un deuil, tu as perdu un enfant alors que c'était pas facile à vivre. Ça vous a sûrement enseigné quelque chose et je vous invite à lire. Le secret, moi je vais toujours vous dire merci, Valère, mais plus à Grâce parce qu'elle m'a beaucoup poussé. C'est pas pour rien qu'on avait mis Grâce sur ton dossier. Elle m'a poussé celle-là. Non, elle a quelque chose de particulier. Elle a toujours des dossiers qui ne sont pas simples. Ouais. Non. Je sais. Et vraiment merci parce que si les jeunes pouvaient s'intéresser à ça plus, moi je parle plus aux femmes, qu'on a plus besoin de matière grise tout à fait. que des greffes. Ah ouh, oui. Belle punchline, hein? Ouais, que on a des plus greffes. besoin de matière grise que de greffes. Lourd. On a plus besoin des femmes. Et la femme, c'est l'unité de mesure du monde. C'est-à-dire que sans la femme, rien ne marche. Mais si on a des femmes qui portent rien que des greffes et qu'il n'y a rien dans la tête, ça ne va pas. Parce que c'est nous qui définissons comment le monde va aller. Si on n'a pas ça, c'est un problème. Donc moi, j'invite surtout les femmes à lire. Si le week-end de l'écrivain organise un événement, assistez. La conférence de l'entrepreneuriat africain, assistez. Des petits séminaires, comme j'organise aussi un séminaire Business Talk, assistez. Intéressez-vous à ce qui donne la valeur, les principes, qui développent. Parce que chez le blanc, ils sont en avance. Et nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, on a encore besoin de travailler la fondation. Donc, il y a des petites choses qu'on fait maintenant qui n'est pas encore permis chez nous. Et ici, là, si moi, je suis arrivée, si je suis quittée de 0 à avoir 50 millions à la fin de l'année, c'est possible. C'est très possible. Donc, on peut réussir. La volonté. Tout est possible. La volonté, tout est possible. Et on a besoin de plus de matière grise que de greffes. C'est ainsi que s'achève ce énième épisode du podcast Argent Livre. Merci de nous avoir écoutés. Donc, si jamais vous souhaitez soutenir l'auteur, parce que je pense qu'elle mène un combat qui est louable, bon, on vous met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aura peut-être envie de lire ce livre, Le miracle est un processus. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cela étant dit, on se donne rendez-vous ce 3 mai du côté de l'hôtel Intercontinental à Paris pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. On est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io.